Il est 8h10, merci d'avoir choisi RCF. Notre grand invité du jour plaide pour une nouvelle justice, diverses propositions qu'il détaille dans un essai intitulé « Pardonner l'irréparable » qui vient de paraître aux éditions Salvator. Bonjour Stéphane Jacot. Bonjour Antoine Mélier. Ancien secrétaire national Les Républicains, vous avez conseillé Nicolas Sarkozy puis Alain Juppé sur les questions de justice pendant leur campagne présidentielle respective avant de rejoindre Emmanuel Macron et La République En Marche. Vous êtes le fondateur de l'Association nationale de la justice réparatrice. Alors commençons par évoquer justement cette notion de justice réparatrice, Stéphane Jacot. Comment on peut la définir et quelle forme prend-elle en particulier en France ? La justice, et d'ailleurs le travail judiciaire a ses limites. Il y a à un moment donné, après un délit ou un crime, un jugement. Et après ce jugement, hélas, il y a donc une limite. Il y a d'un côté le détenu qui exécute une peine, et la victime, qui hélas se retrouve seule. La justice réparatrice, c'est une justice qui répond aux victimes, qui ont souvent besoin pour se reconstruire d'avoir une réponse, qui est le pourquoi du passage à l'acte. Mais on peut dire qu'elle est peu développée en France aujourd'hui. Elle est peu développée en France, mais aujourd'hui elle a pris une forme officielle dans notre loi depuis 2014. Ça faisait partie de la loi Taubira, la loi dite Taubira, où la justice réparatrice ou restaurative a pris une forme officielle dans notre loi française. Et aujourd'hui, elle est permise. Elle est accompagnée quand elle se manifeste, aussi bien de la part d'une victime ou d'un auteur. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. On pourrait imaginer aller plus loin dans la réparation des victimes et d'ailleurs demander, après une condamnation, j'ai souvent entendu cette demande de la part des victimes qu'il y ait... Alors, la justice réparatrice peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une rencontre entre un auteur et une victime, mais ça peut être aussi un échange de courrier. Moi, je pense et je propose une mesure, ce serait de demander à l'auteur, après sa condamnation ou pendant l'exécution de sa peine, notamment quand il manifeste le désir d'une liberté conditionnelle, d'écrire un courrier qui serait annexé dans son dossier pénal à l'intention de sa victime ou de la famille de sa victime, qui est une forme d'acte de reconnaissance de la victime. Il y a dans les procès trop d'enjeux. Il y a d'un côté la défense qui fait en sorte que la personne qui sera condamnée le soit le moins possible. Il y a trop d'enjeux, donc c'est parfois un peu faussé et il y a besoin, et ça je pense que en France malheureusement, la victime n'est pas reconnue comme telle. Il y a la nécessité de renforcer la reconnaissance de la victime et la justice réparatrice fait partie de ces concepts qui permettent de reconnaître la victime. Mais si la justice réparatrice, Stéphane Jacot, est peu développée en France, c'est qu'elle n'est pas vraiment populaire. Aujourd'hui, on aime mieux infliger des peines plutôt que donner des peines alternatives. Alors, il y a le mot peine, mais c'est vrai que ce n'est pas considéré comme tel par l'opinion publique. Il y a effectivement un gros travail de promotion à faire de cette justice réparatrice, mais il y a un gros travail aussi à faire dans le sens de la peine et aussi le rôle de la peine. Pour nos citoyens, hélas, s'il n'y a pas une peine de prison, il n'y a pas d'exécution des peines. On voit bien là la difficulté, par exemple, de faire exécuter un travail d'intérêt général. Il n'y a pas suffisamment de travail d'intérêt général car peu de collectivités développent. Parce qu'on a le sentiment que la justice ne passe pas. On a le sentiment, il faut que la peine soit visible pour le citoyen. Et là où il y a peut-être un changement culturel à faire, c'est qu'on puisse donner un véritable statut symbolique à l'exécution des peines hors les murs. Et c'est effectivement là la solution aujourd'hui. C'est pas de construire des places de prison supplémentaires, la solution. La solution, c'est de se dire qu'il y a en prison des personnes qui n'ont pas leur place. L'engorgement dans les prisons, c'est essentiellement des personnes qui sont condamnées à des courtes peines ou qui sont en attente de jugement. Or, le rôle de la prison, c'est de protéger la société quand il y a un danger. Une personne qui est en prison pour de la vente de cannabis ou une conduite en état d'ivresse n'a pas sa place en prison. Elle a peut-être sa place à réparer envers la société. Par exemple, une personne qui a fauté, qui a accidenté
Une personne qui aujourd'hui se retrouve à l'hôpital, hospitalisée, son rôle c'est peut-être d'aller être aux soins de la personne en faisant du service de brancardier par exemple. Alors on va Il y aura peut-être reparler, plus de sens. Stéphane Jacot, on va reparler de la question de la prison dans quelques minutes, mais j'aimerais que vous nous donniez quelques exemples de cas dont vous avez été témoin qui montrent que cette forme de justice dont on parle depuis le début de cet entretien, de cette justice réparatrice, fonctionne si chaque partie consent à faire un pas. Alors, je vais donner un cas que j'explique dans mon livre. C'est donc François Chenu, un jeune homosexuel en 2002, qui dans les rues de Reims rencontre des skinheads et décide de l'assassiner. Les parents de François Chenu, après le procès, ont décidé de correspondre avec ces 3 personnes condamnées, et il y a eu des résultats dans ces correspondances. C'est-à-dire que ça s'est traduit par une prise de conscience de leur part, puisque dans le courrier, il est écrit, de la part des parents de François Chenu, « On voudrait que vous deveniez des hommes meilleurs, prouvez-le. Nous, c'est ce qu'on attend de vous. » Il y a eu ces échanges, cette correspondance qui a duré 1 an, et à l'issue de ces correspondances, il y a un projet de réinsertion. Effectivement, il y a tout un rôle. D'une part, c'est la suite du travail judiciaire. Qu'est-ce que la justice ? C'est rétablir l'équilibre dans la société qui à un moment était rompu par un fait. Mais ce qu'il faut préciser quand même, Stéphane Jacot, c'est que ça prend du temps. Il n'y a rien d'immédiat là-dedans. Il n'y a rien d'immédiat, ça prend du temps. Il y a un encadrement qui est fait, qui est prévu par la loi, de façon aussi qu'il n'y ait pas une emprise supplémentaire sur la victime ou même parfois un souhait de vengeance de la part de la victime. Et quand il y a ce besoin, c'est quoi ? C'est pour la victime permettre et trouver un apaisement. Je le rappelle, j'ai été touché, moi, par un assassinat dans mon environnement. Qu'est-ce qui me préoccupait le plus ? C'était le pourquoi. Le travail judiciaire fait qu'on démontre comment s'est passé un fait. Le pourquoi, c'est quelque chose d'essentiel. Une personne, par exemple, qui a été violée, c'est quelque chose qui la hante, ce pourquoi. Pourquoi j'ai été choisi victime de la part de cette personne ? D'où l'importance qu'il y ait un acte de reconnaissance qui explique ce pourquoi pour se reconstruire. Stéphane Jacot, je le rappelle, vous venez de faire paraître Pardonner l'irréparable aux éditions Salvator. Dans ce livre, outre de justice réparatrice, il est question aussi de police et des prisons. Alors un mot sur la police, comme le montre un certain nombre de faits d'actualité, il semble que la police est en panne aujourd'hui en France. Pour quelles raisons la police est un peu dans le blues ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la police, c'est le début de la chaîne pénale. Si la police, on demande à la police d'être plus dure, d'être plus ferme, c'est l'ensemble de la chaîne pénale il va y avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne pénale. La police, elle va mal tout simplement parce que on a été touché par des attentats. On demande à la police d'être essentiellement sur un rôle ou plutôt sur une mission de renseignement technique. On a perdu aujourd'hui ce renseignement humain que faisait la police. On a besoin aussi d'une police qui se réconcilie avec les Français, qu'elle fasse un travail de proximité avec les Français. Et puis, je crois essentiellement qu'on demande trop à nos policiers. Là encore aujourd'hui, pourtant c'est ma famille politique. Le ministre de l'Intérieur demande aux policiers d'intervenir dans les violences scolaires. Mais non, c'est pas le rôle de la police. Donc pas de police dans les établissements scolaires, selon vous ? Non, ce que je demande, même dans les quartiers les plus difficiles. Ce que je propose, c'est qu'on s'inspire d'un modèle qui est celui de l'Angleterre. En Angleterre, je plaide pas comme Philippe Poutou pour le désarmement de nos polices, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais la police anglaise n'est pas armée. Pourquoi ? Parce qu'elle fait d'abord usage de la médiation, elle fait d'abord usage de la négociation, et ensuite elle a usage de la force. Je pense qu'on devrait d'ailleurs s'inspirer de cette méthode. Mais ça, c'est aussi la responsabilité des politiques. On a abandonné la police de proximité et après on s'en plaint. Pour faire aujourd'hui la police de sécurité du quotidien, il y a aujourd'hui une approche, on s'inspire de cette approche anglaise d'ailleurs, quand on souhaite faire revenir les policiers dans nos quartiers, en s'inspirant de cette approche anglaise et en mettant en place la police de sécurité du quotidien. Car il y a ce dialogue à réinstaurer entre la police et la population. D'ailleurs, je vais vous dire, on critique souvent l'accueil des victimes dans les commissariats. Là encore, je parle de cet exemple anglais où il y a de l'empathie. Malheureusement, dans la formation de nos policiers, il faut prendre en compte un fait, on écoute la victime,
mais je ne suis pas certain qu'il y ait de l'empathie envers la victime. Manque de formation et aussi manque de moyens. Manque de moyens, ça fait partie aussi d'un accueil. C'est l'ensemble. Pour accueillir dignement les victimes, il faut aussi avoir les moyens. Il y a eu l'ensemble de la fonction publique est touché par une réduction des effectifs. La police est touchée par la réduction des effectifs. Mais là aussi, il y aurait peut-être intérêt à ce que dans ce renfort, dans ce lien qu'on pourrait renforcer entre la police et la population, il pourrait y avoir par exemple davantage de services civiques qui soient accueillis dans la police et qui auraient ce rôle un peu médiateur, ce rôle intermédiaire. Quand on avait la police de proximité, là où il y avait peut-être une erreur, c'est qu'il y avait des policiers qui étaient animateurs de centres de loisirs. C'est pas du tout le rôle d'un policier. Vous voulez pas supprimer la sanction? Alors, parce qu'effectivement, on pourrait caricaturer les choses en disant la police va devenir une force de prévention, alors qu'elle est aussi une force de sanction. La police a deux rôles. La prévention, d'une part, par sa présence dans la société, et la sanction, enfin plutôt d'être présent quand il y a un fait. La police, c'est un service d'urgence, comme le SAMU, comme les pompiers. Ils interviennent dans la vie d'une personne quand il y a rupture, quand c'est dur. Mais ils ont aussi une présence pour faire de la prévention. Et il faut qu'on utilise cette présence pour réconcilier notamment les Français avec leur police. Stéphane Jacot, dans votre dernier essai « Pardonner l'irréparable » publié aux éditions Salvator, vous consacrez, on le disait, tout un chapitre à la situation des prisons en France. On sait que le sujet est sensible. Vous rappelez tout d'abord que le détenu est une personne et non pas d'abord un problème. Ça, c'est essentiel. En fait, je considère que le fait qu'il y a eu ne résume pas l'ensemble d'une vie. Il y a un principe dans notre droit qui est la personnalisation. On condamne une personne sur l'ensemble de sa vie, de son parcours. À un moment donné, elle est arrivée à commettre un acte grave, mais ça ne résume pas toute sa vie. Alors bien sûr, il y a des récidives, mais il faut prendre l'ensemble d'une personne. Mais vous pensez que la justice ne prend pas cette notion suffisamment en compte aujourd'hui ? Si, bien sûr, c'est suffisamment pris en compte, mais... Il y a un juge d'application des peines, une gradation. C'est pas de la justice dont je parle, c'est de l'opinion publique faite sur la personne détenue. Hélas, aujourd'hui, il y a des problèmes de réinsertion parce que l'étiquette d'ancien détenu, elle colle à la peau de cet ancien détenu. Quand il cherche du boulot, qu'il y a un trou de 5 ans dans son CV et que la personne détenue, ancienne détenue, explique qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans, j'ai purgé une peine. Eh bien, elle est sûre de ne pas trouver de boulot. Mais en gros, la société, pour reprendre un peu le titre de votre livre, elle ne pardonne pas. Il y a du mal à pardonner. La société a du mal à réhabiliter. Je ne vais pas employer le mot pardon, parce que le mot pardon est quand même très religieux. Mais la société a du mal à réhabiliter. C'est en ça que la justice réparatrice, là aussi, elle est en faveur de la réhabilitation de la personne qui, à un moment donné, a commis un acte criminel ou délictuel, et qu'elle puisse prouver qu'elle est en mesure de réparer. Et c'est en ça que la justice réparatrice a son utilité dans la réinsertion des détenus. Et la réinsertion, ça commence dès la prison. Vous réagissez comment au fait qu'il n'y ait plus de partenariat annoncé entre le Génépi, cette association étudiante qui vient en aide aux détenus, et puis le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire ? J'ai réagi hier dans un tweet. C'est déplorable. Ils font un travail remarquable. Et d'ailleurs, ils ont été reçus par la garde des Sceaux ces derniers jours. Et je demande à ce que la direction de l'administration pénitentiaire, la garde des Sceaux, revoie cette position. Ils ont une présence essentielle dans les prisons. Ils font de l'animation, ils font de l'enseignement, ils font de l'animation socio-culturelle. Et aujourd'hui, leur présence, leur absence dans les établissements va être une catastrophe. Ils font un travail remarquable. Et je m'inquiète pour les autres associations qui interviennent, comme l'association des visiteurs de prison. J'espère qu'on ne va pas nous annoncer dans les prochains jours une rupture de leur convention. Pourquoi, Stéphane Jacot, à titre personnel et puis aussi en termes de conviction politique, vous pensez qu'une seconde chance pour quelqu'un qui a commis un acte grave est possible ? Vous savez, dans mon livre, j'ai laissé la parole à d'autres personnes. J'ai laissé la parole à Caroline Langlade, qui a été touchée par les attentats du Bataclan, qui était à l'intérieur du Bataclan. Et on va commémorer bientôt ces attentats. Quand le Bataclan a été touché par ce dramatique événement. Et elle le dit, je crois au pardon. Je crois qu'il est possible de laisser une seconde chance à une personne, même si elle est pleine de haine. Pourquoi donner cette seconde chance ? Parce qu'on ne nourrit pas la haine par la haine. Au contraire, il faut être bien plus haut que ça
et laisser une seconde chance à une personne. Parce que je pense que humainement, c'est notre devoir de ne pas entretenir la haine. Il y a aussi ce témoignage de Jean-Marie Bigard dans ce livre, qui explique qu'il a été touché par l'assassinat de son papa, et qui explique mais j'ai pardonné parce que c'était trop lourd. C'est trop lourd d'être dans la vengeance, dans la rancune. Et on se sent plus léger quand on a pardonné. Alors pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est essayer d'avancer avec ses blessures, mais en étant certainement plus léger. Merci beaucoup Stéphane Jacot. Pardonner l'irréparable, c'est le titre de votre dernier essai publié aux éditions Salvator avec ce sous-titre Pour une nouvelle justice. Merci d'avoir été le grand invité de la matinale sur RCF. On pourra retrouver bien sûr cette interview sur rcf.fr ainsi que sur la chaîne YouTube de RCF.